L'effervescence de la classe politique en Israël sur fond de rumeurs persistantes d'élections anticipées. Malgré des démentis de façade, la coalition Netanyahou pourrait imploser rapidement. Des djihadistes étrangers auraient été identifiés sur la dernière vidéo de l'EI montrant des décapitations. 2 Français seraient parmi les bourreaux selon le parquet de Paris qui ouvre ce soir une enquête les concernant. L'Ukraine est toujours des combats meurtriers dans l'Est alors que Kiev demande à l'Europe d'envoyer un message très clair à la Russie. De nouvelles sanctions pourraient être décidées. Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. C'est presque devenu une tradition dans le régime parlementaire israélien. Des élections anticipées pourraient donc précipiter le sort de l'actuelle coalition dirigée par Benyamin Netanyahou. On va en parler pour ouvrir cette édition car plusieurs informations parfois dissonantes viennent quand même confirmer ou conforter cette rumeur d'élections anticipées ce soir. On sera d'ailleurs dans un instant avec notre envoyé spécial Daniel qui se trouve à la Knesset, où on le retrouvera donc en compagnie des autres envoyés spéciaux d'i24 News que vous voyez actuellement à l'image. Daniel Haïk donc avec Eli Otchenberg et Faler Habib. Et puis j'accueille également dans ce studio Michel David. Bonsoir, vous êtes membre du Likoud, le parti donc du Premier ministre Netanyahou. Laurent Siget, bonsoir, vous faites partie vous du parti travailliste, parti d'opposition. Bonsoir à vous. On va donc évoquer cette situation politique qui pourrait donc créer de nouveau de l'instabilité au sommet de l'État d'Israël. יום ראשון נביא לממשלה את חוק הלאום כדי לתת מענה לכל אלה שמפקפקים בזכותם של היהודים למדינת לאום משלהם, היא מדינת ישראל. אנחנו לא נגד חוק לאום, אנחנו נגד חוק לאום שפוגע במגילת העצמאות. חוק הלאום יעבור בעזרת השם בממשלה והכל במקומו. ואם לא, זה לא קואליציה כי הכל מתפרק. זה לא הזמן לבחירות. זה לא הזמן לתרגילים קואליציוניים. Alors c'est vrai que c'est l'un des sujets de désaccord qui semble en tout cas en train de fissurer cette coalition, cette fameuse loi prévoyant d'instituer l'État juif pour caractériser l'État d'Israël dans la loi fondamentale donc de l'État d'Israël, loi qui sera discutée dimanche prochain au cabinet ministériel comme l'a annoncé Benyamin Netanyahou, mais ce n'est pas le seul sujet de discorde dans cette coalition comme nous le résument maintenant Eli Otchenberg et Léa Volbert. Il fallait s'y attendre. Dès que la situation sécuritaire en Israël connaît un moment de répit, c'est au tour des luttes politiques de prendre le relais. Une coalition en pleine crise et des rumeurs d'élections anticipées, la classe politique est en pleine tourmente. Quelles ambitions nourrissent les membres de la coalition et à quel prix? Quelques éléments de réponse dans les coulisses de la politique israélienne. C'est la colère au sein du foyer juif à l'extrême droite de la coalition. Ce dimanche, la ministre de la Justice Tzipi Livni et le ministre des Finances Yair Lapid ont repoussé un projet de loi visant à ancrer dans la législation israélienne le caractère juif de l'État. Un projet fortement soutenu par le Premier ministre Netanyahou. Pour les membres de l'extrême droite, cette manœuvre de Livni et de Lapid est une violation flagrante des accords de coalition. Le ministre de l'Industrie et chef du foyer juif Naftali Bennett n'a pas caché son irritation. Il a déclaré qu'il cesserait de coopérer avec Lapid et Livni sur les affaires relatives à la coalition. Les dés sont jetés, a-t-il ajouté.
Les désaccords budgétaires ont été la cause d'une coupure d'1 semaine entre le Premier ministre et le ministre des Finances, minant ainsi tous les efforts pour faire valider le budget 2015. D'après l'un des principaux quotidiens israéliens, le ministre des Finances aurait lancé un ultimatum à Netanyahou. Si ce dernier n'approuve pas les réformes de Lapid, celui-ci cherchera à son tour à former une nouvelle coalition sans Netanyahou. Des propos niés par la suite, mais trop tard, le mal est déjà fait. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'un nouveau gouvernement ou de nouvelles élections. Je pense que personne n'en veut. Je n'aime pas les ultimatums, les menaces et les injonctions. Nous n'avons vraiment pas besoin de cela. Encore une initiative tombée à l'eau ce lundi. Des membres d'Israël Beitenu, le parti du ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman, ont quitté brusquement les discussions sur le projet phare de Lapid, un projet visant à baisser la TVA dans certaines circonstances. Le Premier ministre a immédiatement convoqué les principaux membres du Likoud pour une réunion stratégique lundi après-midi. Au programme, la mise en place d'une tactique en cas d'élection anticipée. Une réunion aussitôt annulée. Mais au-delà des projets de loi, plusieurs tentatives de recréer une nouvelle coalition sont en cours, sans succès pour le moment. Netanyahou cherche à se débarrasser du duo Livni-Lapid, mais ne trouve personne pour les remplacer. Lapid, quant à lui, tente en vain de trouver des partenaires pour une coalition alternative. Aucune autre configuration ne semble pour l'heure réalisable. Bien que les partis orthodoxes soient actuellement du côté de l'opposition, ils sont désormais les pièces maîtresses sur l'échiquier politique. Ils prétendent avoir été approchés par Netanyahou afin de rejoindre sa coalition, mais aussi par Lapid pour créer une nouvelle coalition de centre-gauche. D'autre part, tous devront faire avec l'inflexibilité de Lieberman, qui refuse de s'allier aux partis orthodoxes et au parti d'extrême gauche Meretz. Difficile de prédire la suite des événements. En attendant, les manigances vont bon train en Israël. Voilà, et pour ajouter donc à cette situation un petit peu confuse, Benjamin Netanyahou aurait demandé ce soir au cadre de son parti, donc le Likoud, de se préparer à d'éventuelles élections anticipées. Ça n'augure rien de précis, mais quand même, Michel David, vous pensez qu'on y va tout droit, très rapidement, à ces élections ? Je pense qu'à l'intérieur du Likoud, nous sommes intéressés à garder ce gouvernement pour le moment. Parce que les élections coûtent cher et on a besoin de stabilité pour faire avancer le pays en avant, et dans l'économie et dans la sécurité, dans tous les domaines dans lesquels on essaie de faire avancer. Donc je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui seront intéressés à ces élections à l'intérieur du peuple juif. D'autre part, à l'intérieur de la coalition elle-même, il y a beaucoup de gens qui ont tout à perdre, comme Yair Lapid, qui sait très bien où sont les sondages. Et donc, lui aussi a beaucoup à perdre. Donc, tout le monde a essayé de faire un petit peu, je pense que c'est dont il s'agit, de faire un petit peu les muscles, de montrer un petit peu là où on se trouve, et pour essayer d'obtenir plus, pour essayer de faire passer mieux le budget qu'il voudrait. Je ne vois pas d'élection, mais c'est possible qu'elle soit provoquée parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre au dernier moment. Mais je pense que pour le moment, ce n'est qu'un jeu. Bon, il y a des pressions en tout cas, et on sait notamment que le parti Beit Yehudi, foyer juif de Naftali Bennett, pèse peut-être pour recomposer cette coalition. D'abord, il faut un peu recadrer les problèmes. Il y a la crise de la coalition actuelle, elle est basée sur trois points essentiels. Le premier point, c'est sur le caractère juif de l'État d'Israël. Il y avait cette loi qui avait été proposée par Naftali Bennett et soutenue par Netanyahou. Le caractère juif de l'État d'Israël, c'est une loi qui est très amusante parce qu'en fait, on ne comprend pas très bien ce dont il est question. L'État d'Israël a toujours eu un caractère juif. Il n'y a pas besoin de le faire passer actuellement, vu en plus la situation dans laquelle nous nous trouvons, vu les problèmes que nous avons pour le moment avec le monde du temple, à l'extérieur. Faire passer une loi de ce type-là à ce moment-là, c'est encore une provocation de plus que veut faire ce gouvernement. C'est pour ça que Livni et Lapid ont fait une coalition pour empêcher cette loi de passer. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, il y a un vrai problème pour le budget. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que ce gouvernement aussi, du point de vue, vous avez vu hier les derniers non, pas les derniers sondages, on va parler de choses qui vous sont moins agréables pour le moment. On a vu que la croissance était pour la première fois depuis 2009 négative de moins 0,4%. C'est-à-dire que les gens consomment de moins en moins, on voit de plus en plus de petits business qui ferment, on voit de plus en plus de petits business qui ferment. Pour la première fois, il y a moins de création d'entreprises que de destruction d'entreprises. Donc, on va vers probablement une
une crise ou peut-être pas une récession encore, mais on va vers une diminution significative de la croissance. Ce qui va entraîner aussi des problèmes budgétaires, puisque si vous avez moins de croissance, vous aurez moins d'argent. Ce qui se passe pour le moment avec la TVA à 0%, ça a l'air pour rien pour nos électeurs, mais c'est très important. Il y a eu cette crise, du logement actuellement en Israël. La seule loi valable qu'on a essayé de faire passer, qui est la loi de la TVA à 0 pour l'appartement dans lequel vous habiteriez, cette loi n'arrive pas à passer parce que l'extrême droite menace de ne pas la soutenir si on ne soutient pas le caractère juste de l'État. Entre ça et résoudre les problèmes sociaux, donc il n'y a aucun lien. Donc cette coalition est devenue ingouvernable aujourd'hui. Ingouvernable, c'est une coalition hétéroclite. Je crois que le Premier ministre est devenu à la limite un peu, ça devient très grave parce que cette semaine, le ministre de l'Environnement a démissionné et pour se venger de sa démission, le Premier ministre a dit voilà, la loi sur les sacs poubelles, les sacs plastiques sera annulée. Je veux dire, quand un Premier ministre commence à s'occuper de ce genre de petits problèmes, c'est que ou ça va pas très bien ou ça va plutôt vers Abarbanel. Il faudra qu'il choisisse parce que ça va plus très bien là. Votre Premier ministre, je crois qu'il est un peu stressé, ou c'est sa femme, ou c'est sa coalition, ce sont les deux. Tout est possible. Mais donc c'est vrai que ça devient difficile à gouverner en ce moment. On voit bien qu'il y a besoin peut-être... Cette coalition, en soi, on le sait depuis le premier jour, c'est une coalition qui est difficile à gérer. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je suis d'accord avec toi Laurent, pas de problème, il y a des gens très différents qui ont des aspirations très différentes. Et le Beit Yehudi d'un côté, le foyer juif d'un côté, et les Lapid de l'autre, ils sont pratiquement opposés sur tout. Maintenant, on a quand même réussi à avancer, faire avancer le pays là où on était. De quel point de vue À quel point de vue, quelle est la grande réussite de ce gouvernement-ci après 1 an et demi? Les prix, d'abord, on part du coût de la vie en Israël qui ne cesse d'augmenter. On a une crise avec 10 000 personnes qui ont mis sur leur page Facebook qui voulaient passer à Berlin. Vous avez des Juifs qui vont vivre à Berlin. Il n'y a pas plus antisioniste comme acte que d'essayer d'aller vivre en Allemagne parce que le coût de la vie est trop cher en Israël. Et ça, c'est une grande réussite de votre gouvernement. La croissance est à moins 0,4. Vous parlez de quelle réussite exactement? Vous avez fait avancer quoi? Les colonies de peuplement? On va se calmer. Comme ça. Non, mais je suis calme. Ouais, très bien. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est la chose suivante. D'abord, le monde entier, en ce moment, au niveau économique, est dans un méthode dans une récession. Le monde entier. Le pays d'Israël est un des seuls pays au monde qui, par rapport au reste du monde, est en croissance. Là, c'est vrai que ces derniers mois, c'est la première fois, on est surpris. Le monde entier n'est pas en récession. L'Europe est en récession, les États-Unis sont en croissance et l'Asie est en croissance. C'est pas le monde entier, l'Europe. Le Japon, on le verra tout à l'heure. Allez-y, finissez. Et donc, on a une récession qui se trouve dans le monde. Aux États-Unis, il y a eu un changement de tendance cette année, mais même ces derniers temps, ils étaient aussi en période assez catastrophique. Le gouvernement d'Israël a affronté une situation tout autour de nous, très difficile, et même la dernière guerre qu'on a eue dans le sud à Gaza, qu'on a réussi malgré tout à mener face à des ennemis qui n'étaient pas du tout évidents à gérer. Et au niveau diplomatique, malgré toutes les pressions qu'il y a eu, on a réussi aussi à gérer ça. On a affaire aujourd'hui en Israël et des problèmes régionaux énormes, et on est la seule île de stabilité et même, on va dire, de normalité dans la région du Moyen-Orient. On arrive à garder ça quand on a tout ça autour, quand on a des voisins, quand on a des voisins. Et on a des gens comme mon ami Laurent qui veulent encore continuer à donner notre terre à nos ennemis pour essayer de leur dire encore plus petite. On a parlé d'économie pour le moment. On n'a pas parlé de donner la terre. Ceux qui ont toujours donné la terre, ce sont vos gouvernements à vous. Les miens n'ont jamais rien. Je suis en train de parler. Et donc avec tous ces données-là, on a réussi malgré tout à faire avancer le pays là où on est. D'une manière générale, le monde entier nous regarde avec admiration dans énormément de domaines. On gagne des appels d'offres internationaux sur des usines de désalinisation qui sont les plus difficiles à gagner. On gagne dans tous les domaines. Il n'y a pas un pays au monde, il n'y a pas une société, moi je suis dans l'informatique, il n'y a pas un groupe informatique mondial qui ne crée pas un R&D en Israël, parce qu'on croit dans l'économie d'Israël. La note de crédit monte en Israël, alors que dans la majorité des pays, elle descend. Elle n'est pas montée, elle est restée stable ces 2 dernières années. Elle est restée sur A-. Elle est montée sur A-. Elle est restée sur A-. Elle est A+, on est à plein A-, on est A+, il faut se mettre au courant. Je suis tout à fait au courant, elle est à A- pour le moment chez Standard & Poor's. Et donc on a une note de crédit qui monte ces dernières années par rapport au reste du monde, qui descend. D'une manière générale, par rapport à l'environnement, par rapport au monde, Israël se porte bien. Maintenant, il y a de quoi améliorer. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous concernant les problèmes qu'on a avec notre ministre des Finances, qui est
tout nouveau. Il n'a jamais fait finance de sa vie. Lui-même l'a dit. Il ne comprend rien à ça. Et c'est ses paroles à lui. Il ne comprend rien à l'économie et à la finance. Oui, de Yair Lapid. Et donc, effectivement, quand vous avez quelqu'un qui ne comprend rien, et donc son seul but, c'est de se faire réélire, il va faire toutes sortes de manœuvres qu'après, il va falloir assumer. Et ça va donner des résultats, je suis d'accord avec vous, qui sont difficiles à gérer. Écoutez, je ne suis pas là pour défendre Yair Lapid. Mais premièrement, mettons quand même un peu de l'ordre dans les choses. Il a dit lui-même, je ne comprends rien à l'économie. Oui, mais il ne fallait pas le nommer. Celui qui l'a nommé, c'est votre Premier ministre à vous. C'est pas moi qui l'ai nommé, c'est pas Jean-Jean qui l'a nommé. Celui qui l'a nommé, c'est le nombre de mandats qu'il avait, il fallait bien être nommé. Il avait déjà des accords coalitionnels, des accords de coalition avec Lieberman. Alors il faut assumer. Alors, on ne peut pas commencer à... La question, finalement, c'est est-ce qu'elle n'est pas contre nature, cette coalition aujourd'hui? Est-ce qu'on s'aperçoit finalement qu'elle a été vouée à s'arrêter parce qu'elle est trop disparate? Ça ne peut pas marcher. Mais on a vu des choses qui marchent comme ça. Aussi, en Israël, il y a beaucoup de choses surprenantes qui peuvent marcher. Et finalement, ce qui va faire qu'elle va rester ou ne va pas rester, ça va être l'intérêt des gens qui sont au pouvoir, comme Yair Lapid. Est-ce que les sondages lui disent que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Et là, ce bras de fer, c'est là que ça va se passer. Okay? Là, dans les sondages, si vous voyez le foyer juif, par exemple, eh bien lui, il aurait aimé qu'il y aurait des élections parce que lui, il est gagnant sur ça. Okay? Maintenant, Lieberman, il n'est pas gagnant. C'est pour ça qu'il ne veut pas d'élection. Maintenant, Lapid, il n'est pas du tout gagnant. C'est le plus grand perdant. Et lui, écoute, il n'est pas très perdant. Okay? Donc, si vous voulez, nous, on ne veut pas d'élection parce que ça ne sert à rien, les élections. Ça nous fait encore rentrer tout le pays dans une immobilité, ça fait rentrer tout le pays dans des dépenses inutiles. On n'est pas intéressé par ça. Maintenant, s'ils veulent faire des élections de force, ils vont y perdre, ceux qui les font. Okay? Il faut le savoir. Maintenant, à propos de la loi... Non, mais je voudrais qu'on parle de cette loi. Cette loi D'abord, vous répondez là-dessus. Ce dont vous êtes fier, et je suis moi-même fier de la haute technologie, des entreprises israéliennes, tous les domaines que vous avez cités n'ont rien à voir avec les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Le fait que nous ayons en Israël des gens extrêmement intelligents qui arrivent à compenser l'imbécilité de beaucoup de nos politiciens, nous en sommes tout à fait fiers. Mais ce qui se passe dans la high-tech israélienne n'a rien à voir avec les décisions du gouvernement. Lorsqu'on n'arrive pas à faire passer une loi aussi simple que la TVA 0 pour quand même résoudre les problèmes, parce que on parle ici de combine, mais il n'y a personne qui parle du peuple, quoi. Lorsqu'on est élu, c'est pour résoudre des problèmes. On n'est pas élu pour faire des petites combines, pour savoir qui a gagné. Vous n'avez parlé pendant 5 minutes que des gens qui ont gagné à perdre, Lieberman a gagné, mais ceux qui perdent, ce sont les citoyens, mon cher ami. Quand les gens font une page Facebook, vous avez 10 000 personnes qui veulent aller à Berlin, des jeunes, des gens éduqués, des gens qui sont d'un bon niveau social et qui veulent partir de l'État d'Israël. Ça, c'est quelque chose qu'un Premier ministre dont on devrait s'occuper. C'est un sujet fondamental. Alors, on ne doit pas s'occuper de petites choses comme savoir si quand Amir Peretz est parti, si on va liquider les sacs poubelles ou pas liquider les sacs poubelles. Alors, restez avec nous tous les deux. On reprend cette discussion dans un instant. On va aller à la Knesset, justement, là où il y a de l'effervescence ce soir aussi, comme sur ce plateau. Retrouver justement Daniel Haïk. Bonsoir Daniel. Est-ce que justement ce soir, cette rumeur persistante d'élections anticipées se fait, on va dire, ressentir pleinement aussi auprès des députés israéliens ? Alors écoutez Jean-Charles, il faut avouer qu'au cours des derniers jours, en particulier durant le week-end, il y a eu une véritable effervescence sur l'échiquier politique israélien à la suite justement donc de ces rumeurs persistantes sur la formation d'une coalition alternative, d'une coalition anti-Binyamin Netanyahou qui aurait pu rassembler des formations de la coalition gouvernementale et des formations de l'opposition. Cela aurait pu être une coalition qui irait du parti Israël Beiteinu à droite jusqu'au parti Meretz à gauche et elle a été véhiculée, ces informations ont été véhiculées par des analystes politiques qui ont affirmé avec de savants calculs à l'appui qu'il y avait finalement une coalition d'au moins 61 députés, qui pourraient former une coalition gouvernementale alternative à Binyamin Netanyahou. Mais il faut bien reconnaître qu'au cours des dernières heures, eh bien, cette effervescence est quelque peu retombée ici à la Knesset à la suite de déclarations des deux principaux représentants des formations qui devaient être inclus dans cette coalition. Le premier, c'est Yair Lapid, le ministre des Finances, qui a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de former de coalition alternative et qu'il ne voyait pas de raison spéciale aujourd'hui pour qu'il y ait des élections anticipées. Et puis surtout, c'est Avigdor Lieberman qui a affirmé que, d'une certaine manière, même si on lui proposait de devenir président des États-Unis ou même président de la planète Terre, eh bien, il n'accepterait pas de siéger aux côtés du parti Meretz dans cette même coalition. Alors, je suis à côté
du député Meretz, justement, Nitzan Horowitz. Alors, Nitzan, pas trop déçu de ne pas avoir à siéger avec Avigdor Lieberman au sein de cette coalition alternative et pas trop déçu de voir que cette coalition ne va pas voir le jour? Non, pas trop déçu du tout. Nous n'avons aucune envie de siéger avec M. Lieberman et ses partenaires dans un gouvernement. Nous voulons créer notre propre gouvernement de centre-gauche, pas avec l'extrême droite de M. Lieberman et son parti politique. Alors, à votre avis, Nitzan Horowitz, est-ce que cette coalition, l'actuelle coalition, qui semble menacée et d'éclater de toutes parts, est-ce qu'elle peut tenir encore longtemps? Non, pas trop longtemps. S'ils arrivent à un accord sur le budget, ils peuvent continuer pour encore quelques 3-4 mois, pas plus. Et c'est fini. Écoutez, vous voyez ce qui se passe ici, à la Knesset, au sein du gouvernement. Ils se détestent, ils s'engueulent, ils se fâchent, ils ne se parlent plus. Et on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas diriger un pays comme ça. Toute la législation ici au Parlement est bloquée à cause de cette situation terrible. Donc, même s'ils arrivent à un accord sur le budget, l'année prochaine, peut-être mois d'avril, mai, on aura des élections anticipées. Et là, j'espère qu'on pourrait éventuellement former un nouveau gouvernement de centre-gauche. Merci Nitzan Horowitz, député. Je rappelle que vous êtes député Meretz, donc on le voit, un sentiment d'accalmie, d'apaisement ici à la Knesset après ces dernières journées plutôt mouvementées, Jean-Charles. Merci Daniel Haïk en direct donc de la Knesset. Donc on voit bien que les choses bougent quand même, si pour l'instant ça tient toujours. Mais bon, c'est une hypothèse envisageable selon vous que pourquoi pas un gouvernement de gauche se fasse sur le dos de Netanyahou et de la droite en Israël? Je pense que, sauf si on remplace le peuple juif par un autre peuple, par exemple le peuple palestinien que mon ami Laurent aime beaucoup. Eh bien, évidemment, vous connaissez toutes mes positions. Pour la première fois qu'on se rencontre, vous connaissez toutes mes positions. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'adore les gens qui ont la science infuse, en tout cas. Et donc, il n'y a aucune chance que le peuple juif en Israël choisisse un gouvernement de gauche ou une majorité de gauche. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a 20 ans, 25 ans, il y avait encore des gens qui s'imaginaient les colombes, on leur mettait toute la journée des chansons sur la paix, ils s'imaginaient encore. Aujourd'hui, c'est une catastrophe ce qui s'est passé à ce niveau-là. On a dépensé plus de 100 milliards de shekels dans ces expériences sur les humains, ces expériences de paix sur les humains. C'est une catastrophe d'armer nos ennemis, c'est une catastrophe de les laisser faire, c'est une catastrophe de leur donner des villes de refuge. Ça n'amène que à la destruction d'Israël. Et le fait de... La majorité du peuple juif n'y croit pas, à des très 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 grands pourcentages. Et donc c'est la raison pour laquelle la majorité du peuple juif en Israël, la très grande majorité, ne votera pas à gauche, comme elle ne vote pas à gauche dans aucun des sondages. Et même les partis qui sont des partis de centre, ils viennent affirmer tel ou tel agenda économique, et bien encore, ces gens-là, si on leur demande c'est quoi votre avis au niveau national sécurité, ben encore ils sont de droite. Donc il faut bien comprendre que le peuple n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Il a compris, ça lui met du temps, mais le peuple juif il a compris que c'était pas vrai, que nos ennemis veulent vraiment nous tuer, et que ça sert à rien de les embrasser, ils vont encore nous vouloir nous tuer. Et celui qui n'a pas compris, il a qu'à ouvrir la fenêtre et voir autour de lui qu'est-ce qui se passe dans le Hezbollah, Daesh, Al-Qaïda, Hamas, Fatah, tous nos amis, qui sont autour de nous, qui nous aiment et qui veulent notre bien. Et les aimer encore plus, ça ne va pas nous aider à survivre. Il faut comprendre ça. Et le peuple a compris, c'est vrai. Au parti travailliste, ils n'ont pas encore compris. Mais le peuple a compris. Alors, je voudrais quand même rappeler à mon interlocuteur que les gens qui ont rendu, qui ont rendu le Sinaï appartenaient au Likoud, ceux qui ont rendu Hebron appartenaient au Likoud, ceux qui ont rendu Gaza appartenaient au Likoud, sont sortis du Likoud. Donc, avant d'accuser la gauche d'avoir tout rendu et tout fait, c'est vous qui l'avez toujours fait. Alors, il faut vous en prendre à votre parti principalement et pas au mien. Ça, c'est pour remettre un peu recadrer un petit cours d'histoire tout de même, un petit cours d'histoire et quelques faits en plus. Deuxièmement, le gouvernement ici est en train de tomber, pas sur le processus de paix, le gouvernement est en train de tomber sur les problèmes économiques. La seule chose qui fait toujours tomber un gouvernement de droite, c'est le fait qu'un gouvernement de droite ne sait pas gérer l'économie. Je rappelle à mon interlocuteur que les 444% d'inflation, c'était votre époque. À partir du moment où on a mis Shimon Peres pour redresser la situation économique, c'est redressé. Que les meilleures années, c'était l'époque de Rabin et que la croissance la plus forte depuis l'an 2000, c'était entre 99 et 2020 sous Ehud Barak. Vous n'avez jamais réussi à gérer le pays. Ça fait 40 ans que vous gérez le pays. Ça fait 40 ans que l'économie n'est pas bonne. Sauf les quelques années, effectivement, où nous avons eu le pouvoir seul, la croissance est toujours revenue parce que finalement, lorsqu'il y a une autre ambiance que celle qui est actuellement, vous savez, votre Premier ministre est discrédité. D'abord à l'étranger,
plus personne ne le croit. Mais ça, les gens avaient compris avant. Maintenant, le peuple ne le croit pas et les gens qui sont autour de lui ne le croient plus. Même les ultra-orthodoxes aujourd'hui, qui sont à la base des gens qui sont favorables à la droite, ne veulent plus signer un accord avec lui parce qu'il ne tient jamais sa parole. Donc vous avez un problème. Avant, on l'appelait le magicien Netanyahou. Je crois que le magicien a un peu perdu son tour de passe-passe et qu'il est temps de changer de magicien. Alors justement, on va se demander, on a posé la question justement à quelques personnes dans les rues aujourd'hui d'Israël, que pourraient survenir ces élections anticipées. Est-ce que ce serait une bonne chose ou pas pour le pays? Écoutez, ces quelques réactions. Je pense que Netanyahou doit dégager. Je pense que ça coûterait beaucoup d'argent et que ça ne donnerait rien de nouveau. Mais je pense qu'avec une telle gestion, il faudrait quand même tenir des élections. En ce moment, ce n'est pas la meilleure période. La situation sécuritaire est très tendue, des soldats se font tuer, des gens se font poignarder. Je ne pense pas qu'avec autant de tensions sécuritaires, économiques et sociales, il faudrait avancer les élections. Ce serait très mauvais. Personne ne mérite d'être élu. C'est une perte d'argent. Ils nous manipulent, on le sait. Je ne sais pas, d'un côté ce n'est pas très bon, mais en même temps je ne sais pas qui d'autre que Netanyahou peut faire du bien au pays. Peut-être que oui ou peut-être que non. Peut-être que c'est une perte d'argent, mais peut-être que quelqu'un d'autre peut régler la situation sécuritaire ou même apporter la paix. Essayer une autre voie, une voie différente. Alors voilà, donc c'est quelques avis, hein, c'est pas représentatif de toute la population, mais quand même. Donc pour répondre donc, à Laurent, c'est qu'il avait dit juste là. Vous avez une minute chacun. Ok, donc une minute. Ouais. Le monde entier a regardé Israël et le ministre des Finances en Israël, je ne parle pas de l'actuel, je parle de précédent, et Netanyahou au niveau économique. Dans le monde entier, on le regarde comme un magicien au niveau aussi économique. Et qu'il a réduit le Giron, le déficit d'une manière extraordinaire que personne n'avait jamais fait en Israël, qu'il a augmenté la note de crédit, qu'il a permis de faire des ouvertures vers l'Extrême-Orient dans des dizaines d'endroits qui n'existaient pas. Tout ça, ça a été fait justement au niveau économique. Le monde entier regarde Israël avec beaucoup d'admiration, y compris Netanyahou. Et je ne parle pas des derniers développements que, bon, on a quelqu'un qui ne sait pas très bien travailler le poste, c'est pas sa faute. Maintenant, donc, il ne faut pas, donc, on peut pas regarder Israël et dire, voilà, il y a eu telle inflation et telle déjà. Il faut regarder toutes les notes ensemble. Et quand on regarde ça, on voit que Netanyahou, parmi les choses qu'il a fait le mieux dans sa vie, c'est assainir l'économie israélienne. Il a arrêté de distribuer de l'argent à tout le monde comme le faisait Rabin. Okay. Ehud Barak à tous ses copains, comme si maintenant il va aller en prison avec tout ce qu'il a fait. Okay. Ehud Barak, maintenant avec les nouvelles déclarations. Il n'y a que des gens de votre parti qui sont en prison. Olmert qui était en prison. Olmert c'était votre parti à la base, puis il est devenu encore autre chose. Écoutez, il faut pas rigoler. Il faut quand même pas rigoler. Ça fait 40 ans que vous êtes au pouvoir. Et ça se passe très très mal au niveau économique. C'est ce que vous dites. Au niveau des chiffres. Attendez, c'est sous mon gouvernement ou sous le vôtre qu'il y a eu là, il y a 4 ans 500 000 personnes qui sont sorties dans la rue. On va devoir arrêter, malheureusement, le temps qui tourne. Et on a vu que sur l'économie, en tout cas, il y avait des raisons de voir cette coalition imploser. En tout cas, pour l'instant, elle tient toujours. On en reparle évidemment. Merci Michel David, merci Laurent Siget. On va continuer dans un instant cette édition. On ira notamment en Syrie avec donc ces informations inquiétantes qui font état de la présence de plusieurs djihadistes étrangers sur la dernière vidéo publiée par l'État islamique et montrant donc des décapitations filmées. Une enquête est ouverte ce soir en France par le parquet antiterroriste. On en reparle dans un instant. Restez avec nous. Merci à vous. Merci. Nouvelle rumeur d'élection anticipée en Israël. Malgré plusieurs démentis de façade, la coalition Netanyahou pourrait imploser plus rapidement que prévu. Des djihadistes étrangers auraient été identifiés sur la dernière vidéo de l'EI montrant des décapitations. 2 Français seraient parmi les bourreaux. C'est ce qu'indique le parquet de Paris qui ouvre ce soir une enquête les concernant. On en reparle dans une seconde. Et puis l'Ukraine est toujours des combats meurtriers dans l'Est alors que Kiev demande à l'Europe d'envoyer un message clair à la Russie. Ce pourrait être de nouvelles sanctions. Un
Un chiffre qui fait froid dans le dos selon une ONG syrienne. L'État islamique aurait tué 1200 personnes en Syrie au cours des 5 derniers mois. Et parmi ces meurtres, il y a bien sûr ces vidéos terribles montrant des décapitations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. La dernière aurait d'ailleurs permis d'identifier au moins un des 2 djihadistes français. Il s'agit d'un Français converti à l'islam. Léa Berdugo. Cette petite commune normande ne s'attendait pas à la nouvelle. L'enfant du pays, Maxime Ochar, alias Abou Abdallah Al-Faransi, serait l'un des bourreaux du groupe État islamique. Ça a été une surprise quand on nous en avait parlé il y a un petit moment qu'il y avait un jeune sur Borogé qui était suivi par rapport à ses activités. Mais voilà, c'est surprenant, quoi. D'autant plus qu'à l'école, il n'avait pas un comportement différent de celui de ses copains, quoi. Selon le parquet de Paris, des indices circonstanciés confirment l'implication d'un Français dans la décapitation de 18 soldats syriens montrés sur cette vidéo de propagande. Selon le procureur de Paris, François Molins, Maxime Ochar était déjà connu des services de renseignement et de la section antiterroriste du parquet de Paris. Ce jeune homme de 22 ans a effectué un parcours classique. Converti à l'islam, il passe par la Turquie pour rejoindre le territoire syrien et les rangs de l'organisation de l'État islamique. Interrogé en juillet dernier par la chaîne française BFM TV, il justifie ses actes. On attend. C'est une bonne nouvelle. Après, l'objectif en tant que groupe, l'objectif en tant que moi, on attend. C'est une bonne nouvelle. Après, l'objectif en tant que groupe, l'objectif en tant que communauté, c'est d'instaurer les lois d'Allah sur terre, les lois d'Allah sur la terre. Mais d'un point de vue personnel, mon objectif personnel, c'est évidemment ça. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, lance un appel aux jeunes. Au-delà de la condamnation de ces crimes innommables, j'appelle solennellement et avec gravité tous nos compatriotes, et notamment les plus jeunes, qui sont la cible privilégiée de la propagande terroriste, à ouvrir les yeux sur la terrible réalité des actions de Daesh et de ces groupes affiliés qui asservissent, qui martyrise et qui tue. Un autre Français serait soupçonné de faire partie des mêmes bourreaux. François Molins a évoqué la présence possible, mais qui reste à confirmer, d'un jeune Français converti né en 1992. Un embrigadement qui n'a pas de frontières. La presse britannique publie le témoignage d'un père convaincu que son fils, étudiant en médecine, faisait également partie de ces bourreaux. Il ne comprend pas son geste. Il doit craindre Allah maintenant pour le meurtre d'êtres humains. Comment peut-il après cela espérer se retrouver face à Allah? Les Européens candidats au djihad, un phénomène en progression, ils seraient environ 3000 à se battre aux côtés de l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. Alors on est en ligne avec Frédéric Ancel qui est auteur du livre Géopolitique du printemps arabe publié aux presses universitaires de France. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous avez, vous, un sentiment sur la manière dont se comportent ces djihadistes originaires donc, de pays occidentaux, dits entre guillemets civilisés? Pourquoi est-ce qu'on les retrouve justement aux premières loges de ces scènes horribles de décapitation? Écoutez, je crois qu'il y a deux moteurs, deux raisons qui sont des variables explicatives. Hein. Ça n'explique pas tout, jamais. Mais enfin, au moins, en partie. La première, elle est universelle. C'est le syndrome du nouveau converti. Celui qui se trouve dans une espèce de captation identitaire, qui n'est pas heureux en tant que Normand, Français, Européen, Occidental, Chrétien, que sais-je encore, qui cherche autre chose, qui se cherche, notamment à l'adolescence. Ça arrive à des millions d'adolescents dans le monde de se chercher. Et qui va découvrir via Internet le seul ou l'un des seuls groupes authentiquement révolutionnaires ou entre guillemets révolutionnaires aujourd'hui dans le monde. L'un des seuls groupes romantiques, j'aimais bien ça, entre guillemets, hein, un romantisme meurtrier et barbare, mais un romantisme quand même. Et puis la deuxième raison, c'est vraisemblablement celle qui consiste à trouver une espèce de, on dirait pas seulement une identité, mais à se battre pour une cause particulière, fasciné par la violence. C'est la raison pour laquelle ces gens-là utilisent bien évidemment des scènes de violence qui peuvent attirer, vous voyez, des gens normaux, j'allais dire, comme vous et moi. Alors justement, on voit que ce groupe, l'État islamique, a fait de ces scènes de décapitation, on va dire, ça a une sorte de label pour lui, une sorte de marque de fabrique. Quel est le message qu'ils veulent envoyer finalement aux Occidentaux ou aux autres populations du monde à travers ces vidéos ?
Un premier message, vous autres occidentaux n'êtes que des porcs, parce qu'on égorge des animaux, on fusille un peloton d'exécution des êtres humains. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, nous faisons absolument ce que nous voulons et regardez à quel point vous avez peur de mourir, pas nous, parce que nous souhaitons mourir dans le cadre du djihad. D'ailleurs, ce qui est parfaitement exact. Ils ne cherchent pas qu'à tuer, ils cherchent à mourir, mais bien évidemment dans des conditions théologiquement et scénographiquement très particulières. Donc je crois que ce sont les deux messages qu'ils essayent d'apporter, à usage externe vis-à-vis des Occidentaux et de leurs ennemis, mais également à usage interne en termes de détermination. Regardez à quel point nous sommes forts, nous sommes de vrais révolutionnaires, nous sommes de vrais musulmans. La plupart de ces jeunes seraient recrutés sur Internet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moyen, selon vous, de lutter contre cette propagande sur Internet ou pas ? Non, pratiquement pas. Alors vous pouvez toujours saturer ou casser, pirater, faire bugger les sites djihadistes à travers le monde. Il y en a un qui fermera, 5 s'ouvriront quelques dizaines de minutes, quelques heures plus tard. Donc je pense que pour l'instant sur Internet, il est extrêmement difficile de lutter contre cette propagation de l'islamisme radical. Les contre-feux sont très difficiles. En revanche, grâce à Internet quand même, les services de renseignement peuvent précisément pour des raisons évidentes, immédiatement repérer ceux qui justement vont fréquenter ces sites djihadistes. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Géopolitique du monde arabe, ouvrage publié aux presses universitaires de France. Alors il y a ces djihadistes qui partent combattre dans les groupes extrémistes en Syrie, mais il y a également ceux qui veulent s'engager pour aller combattre ces djihadistes. Dans le nord d'Israël, les Druzes veulent ainsi aller protéger leurs frères qui sont situés côté syrien et qui sont victimes de ces groupes djihadistes. Reportage dans le Golan à la frontière israélo-syrienne, Maxime Pérez. Sur la partie syrienne du Golan, la bataille du Hermon fait rage. Pour se rapprocher du sud Liban et ouvrir un nouveau front contre le Hezbollah, Daesh et le groupe Al-Nosra tentent de conquérir cette région montagneuse aux portes d'Israël. Une lutte sans merci. Voici les cadavres de combattants druzes tombés dans une embuscade djihadiste il y a une dizaine de jours. La plupart ont été froidement exécutés et il a fallu de longues négociations pour que leurs corps soient enfin remis à leurs familles. Ces images ont provoqué la colère des druzes habitants du côté israélien, en Galilée ou sur le plateau du Golan. Des hommes issus de cette communauté nous donnent rendez-vous près de la frontière israélo-syrienne. Ils veulent nous montrer Hadar, ce village druze qui subit les assauts répétés des djihadistes. Nous nous rendons sur place en s'insérant dans leur convoi. La scène s'apparente à une démonstration de force. Et pour cause, ces druzes ont un message à nous transmettre. Si notre communauté continue d'être menacée, je vous le dis, plus de 35 000 combattants druzes sont prêts à agir. Youssef Charouf est une figure connue et respectée chez les Druzes d'Israël. Et depuis que les organisations djihadistes menacent sa communauté, ils sont nombreux comme lui à revendiquer le droit d'aller défendre leurs frères en Syrie. Quand je vois là-bas les villages druzes se faire attaquer, leurs habitants se faire tuer, je le vis mal. Et j'ai beau avoir servi dans l'armée israélienne, être un bon citoyen, et je ne tiens pas en place. En Israël, des milliers de Druzes servent dans l'armée, comme simples conscrits ou réservistes. Leurs unités sont souvent déployées dans le secteur frontalier du Liban et de la Syrie. Ce n'est pas seulement qu'on sait manier les armes, on a servi dans l'armée, on sait mener un combat, tenir un front. J'espère qu'on n'en arrivera pas à ça, mais si ça se passe, que peut-on faire? Nous sommes prêts, et si nous n'avons pas le choix, nous nous battrons comme des lions. Dernièrement, plusieurs leaders de la communauté druze ont interpellé les autorités israéliennes et leur demandent de rompre leur politique de neutralité à l'égard du conflit syrien. Ces Druzes s'indignent aussi du fait que certains blessés soignés en Israël sont des combattants djihadistes. Une trahison qu'ils ont dénoncée lors de cette manifestation devant l'hôpital de Safed, au nord du pays. Cette situation ne remet pas en cause leur sentiment d'appartenance à Israël. Mais dans les circonstances actuelles, la donne pourrait très vite changer.
À Jérusalem, l'autopsie du corps du chauffeur de bus palestinien retrouvé pendu dans son autobus la nuit dernière a permis de conclure sans ambiguïté, d'après la police, en faveur du suicide. Aucune trace de violence sur le corps de la victime. Des violences avaient éclaté hier soir après que sa famille ait accusé des Juifs de l'avoir tué. Des violences qui se seraient poursuivies d'ailleurs ce soir lors des obsèques de ce chauffeur de bus. La tension est donc toujours très forte à Jérusalem-Est et également en Cisjordanie. Un officier des gardes-frontières israéliens a été blessé à la main aujourd'hui par un jet de feu d'artifice près de Ramallah. Et puis dans le Gush Etzion, où ont eu lieu les dernières attaques, la cohabitation juif-arabe peut aussi parfois se passer de manière pacifique. C'est le cas à Alon Shvut, théâtre d'une attaque terroriste meurtrière il y a une semaine, mais où il y a également un autre versant de cette cohabitation entre juifs et arabes. Reportage Maël Benoliel. Alon Shvut, une implantation israélienne dans la région du Gush Etzion, est le théâtre ces derniers mois de nombreuses tensions. Un carrefour de toutes les peurs et autres traumatismes. C'est à cette station d'autobus qu'une tentative d'attaque à la voiture bélier a été perpétrée la semaine dernière. Un échec pour le conducteur qui décide alors d'attaquer au couteau un petit groupe qui attendait là. Une Israélienne de 25 ans a été tuée. Une scène filmée par les caméras de vidéosurveillance. À 50 mètres de là à peine, une autre station d'autobus tristement célèbre. C'est ici que Naftali, Gilad et Eyal se sont fait kidnapper au mois de juin dernier. Ces deux arrêts de bus desservent Alon Shvut. Mais ces derniers temps, ils servent surtout de rappel à la sinistre réalité devenue le quotidien de cette région. Cheryl Mendel, figure emblématique d'Alon Shvut, fait partie de cette communauté de 3000 habitants depuis le début des années 80. La vie continue, vous savez, mais nous sommes traumatisés. Chaque mort est une chose horrible, surtout de manière si violente. J'ai dû changer les vitres de ma voiture pour qu'elles soient blindées et je fais attention avant de laisser un autostoppeur monter avec moi. Alon Shvut est situé à mi-chemin entre Jérusalem et Hébron. Un secteur où vivent évidemment de nombreux Palestiniens qui souffrent aussi de ces récentes tensions. À quelques centaines de mètres de l'implantation israélienne se trouve le village arabe de Karé Zakerieh. Président du conseil local, Mohamed Saad nous livre ses impressions sur les récents événements. J'empêche nos jeunes de lancer des pierres parce que si je tolérais ce genre d'actes, cela pourrait amener les Israéliens à nous chasser de nos terres. Alors j'essaye le plus possible d'empêcher ces actions. Il nous confie aussi les difficultés que son village rencontre face aux autorités israéliennes. Vous savez, les colons nous harcèlent souvent. Ils coupent nos arbres et mettent en place des barrages. Et ça perturbe nos allées et venues. Les élèves éprouvent des difficultés pour prendre le bus de l'école. Alors nous essayons de réduire les frictions avec les colons. Une cohabitation difficile, mais possible, comme le laisse entendre Cheryl. Vous savez, les Arabes de la région travaillent à l'école, à la yeshiva, au supermarché. Nous faisons nos courses ensemble. J'ai moi-même travaillé longtemps avec eux. Et quand j'en vois un qui fait du stop, je le fais monter avec moi. Ce chêne derrière moi a été planté il y a plus de 700 ans. Et c'est en fait cet arbre qui a donné son nom à cette région. Alon Shvut, qui signifie en hébreu le retour au chêne, a été fondé par une communauté de pionniers juifs. En 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, cette communauté a été contrainte à l'exil pendant la guerre d'indépendance avant de faire son retour dans la région dans les années 70. Mais cet arbre est aussi sacré pour les résidents arabes qui vivent à Alon Shvut. Ce chêne, comme un symbole, nous rappelle que les deux peuples sont natifs de la région. En Libye, de violents combats se sont déroulés aujourd'hui autour de l'aéroport de Tripoli. Les forces de l'ex-général Haftar ont affronté des groupes islamistes. Bilan au moins 4 morts, une dizaine de blessés, signe d'un chaos persistant dans ce pays. L'économie tout de suite. L'économiste avec Johanna Citruc ce soir. Bonsoir Johanna. Bonsoir Jean-Charles. On va d'abord parler du Japon. Le Japon qui est retombé en récession.
Exactement, le PIB japonais continue de plonger après une contraction de 1,9% au deuxième trimestre. Selon les statistiques qui ont été publiées aujourd'hui par le gouvernement, il a également chuté de 0,4% au troisième trimestre, donc entre juillet et septembre 2014. Une baisse moins prononcée, mais c'est quand même une surprise puisque la plupart des analystes tablaient, eux, sur une croissance positive de 0,5%. Et la raison de cette nouvelle récession, c'est la baisse de la consommation, puisque le 1er avril 2014, la TVA a augmenté, elle est passée de 5 à 8%. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant cette hausse, les Japonais ont acheté massivement tout ce dont ils avaient besoin pour éviter d'acheter après et donc de payer des taxes supplémentaires. Le problème, c'est que ni les exportations, ni les dépenses, ni les investissements du gouvernement n'ont réussi à compenser ce manque à gagner pour le Japon. D'ailleurs, la prochaine hausse de la TVA qui devait avoir lieu en octobre 2015 devrait être repoussée. Écoutez. Nous pensons qu'il est nécessaire de continuer à surveiller de près l'économie. Nous prendrons les mesures nécessaires à partir de nos observations. Le Japon a besoin d'encore plus de liquidités, encore plus d'argent pour sauver son économie. On ne sait pas ce qui pourrait être décidé à Tokyo. Je prédis qu'il y aura encore plus de liquidités pour relancer l'économie. Alors, question, Johanna, cette situation va-t-elle remettre en cause la politique économique du gouvernement ? Alors effectivement, beaucoup accusent les Abenomics, c'est le surnom qui est donné aux différentes mesures économiques du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Des mesures de 3 types, on dit généralement les 3 flèches de la politique du Premier ministre. La première, c'est la relance budgétaire qui a été adoptée en 2013. La deuxième, c'est une politique monétaire ultra accommodante avec des rachats d'actifs pour 80 000 milliards de yens par an. Ça représente un petit peu plus de 680 milliards de dollars chaque année. Et la troisième, la dernière flèche, c'est les réformes structurelles pour redynamiser le marché du travail et rebooster la productivité. Et ce sont ces réformes structurelles qui posent problème car elles seraient en fait appliquées de façon trop timide, de façon édulcorée. Et pour s'en rendre compte, on va prendre un exemple qui est assez concret, c'est qu'au Japon, la part des personnes âgées est de plus en plus importante, ce qui crée un manque en fait dans la population active. Donc il n'y a pas assez de travailleurs. Et pour compenser ce manque, le gouvernement a 2 solutions. La première, c'est de miser sur les femmes et les femmes qui travaillent assez peu dans le pays. Et la deuxième, c'est de miser sur les étrangers, sauf que le gouvernement n'a pas ouvert son pays à l'immigration, ce qui élimine donc d'office une des 2 possibilités. Alors on va traverser la mer pour rejoindre la Chine qui a lancé aujourd'hui une connexion boursière entre Shanghai et Hong Kong, ce qui veut dire... Alors effectivement, 2 places boursières qui sont désormais reliées via une plateforme, un dispositif qui offre pour la première fois, c'est donc inédit, un accès au marché financier chinois aux investisseurs étrangers, c'est-à-dire qu'ils pourront acheter ou vendre des titres qui sont cotés soit à la bourse de Shanghai, soit à la bourse de Hong Kong, alors que jusque-là, seuls que quelques gestionnaires de fonds pouvaient investir et en plus de façon restreinte sur les marchés chinois. Et d'après les estimations des économistes, ces transactions pourraient représenter jusqu'à 3 millions d'euros par jour. Écoutez. L'économie chinoise est active et se développe sur le marché mondial. Dans ce contexte, l'ouverture d'un marché d'actions en yuan indique la tendance. La connexion Shanghai-Hong Kong est l'une des étapes les plus importantes. C'est un signal très clair. Allez, dernier gros titre de l'actualité, on reste dans la finance, Johanna. Mise en examen aujourd'hui de la banque HSBC dans une affaire de fraude fiscale et de blanchiment. Exactement, après avoir été accusée la semaine dernière de manipulation du marché des changes, la banque britannique fait à nouveau parler d'elle. Aujourd'hui, c'est sa filiale suisse, HSBC Private Bank, qui a été inculpée en Belgique pour fraude fiscale grave et organisée, mais aussi pour blanchiment d'argent. Alors, plus précisément, elle est soupçonnée d'avoir sciemment aidé des centaines de clients à frauder le fisc et particulièrement des diamantaires de la ville d'Anvers. Et d'après un communiqué du parquet de Bruxelles, plus d'1 millier de contribuables belges seraient concernés pour des montants qui porteraient sur plusieurs milliards de dollars. Et pour le pays, le préjudice pourrait s'élever à plusieurs centaines de millions de dollars. Ce qui est intéressant de savoir également, Jean-Charles, c'est que la Belgique n'est pas la seule à enquêter sur la HSBC, puisqu'il y a également l'Espagne et la France qui le font actuellement. 2 pays qui soupçonnent sa filiale suisse également d'avoir mis en place toute une industrie de l'évasion fiscale grâce à des sociétés écrans qui se trouvent dans des paradis fiscaux. Donc la banque pourrait bientôt devoir faire face à de nouvelles mises en examen venant d'autres pays cette fois. Merci beaucoup, Johanna Citruc. Affaire à suivre effectivement en Ukraine. Alors que le gouvernement craint une offensive généralisée des séparatistes dans l'Est, les combats ont fait plusieurs morts ces dernières heures dans le
secteur de Donetsk notamment. Kiev appelle ce soir l'Europe à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Mais Moscou répond en expulsant des diplomates polonais, notamment de son territoire. Leslie Rezoug. De nouveaux tirs ce lundi à Donetsk, près de la zone particulièrement sensible de l'aéroport. Des explosions et des tirs d'artillerie retentissent. Cela fait des semaines que les combats se poursuivent dans l'Est ukrainien. Ces dernières 24 heures, pas moins de 6 soldats et 3 policiers ont été tués selon les autorités. Une véritable violation des accords de Minsk pour les militaires ukrainiens. Le protocole qui a été signé à Minsk le 5 septembre et le mémorandum qui a été signé le 19 septembre sont la base pour la résolution du conflit dans le Donbass. Tant qu'ils ne sont pas respectés, il n'est pas nécessaire de signer un nouveau document. Les Ukrainiens sont prêts et remplissent les obligations développées par ces accords de Minsk. Nous attendons la même chose de l'autre côté qui continue de violer cet accord en permanence. Pourtant, le président russe Vladimir Poutine continue de rejeter les accusations de livraison d'armes aux rebelles pro-russes dans l'Est. Des affirmations largement décriées par les Occidentaux après un G20 particulièrement tendu. Vladimir Poutine avait quitté précipitamment la rencontre le week-end dernier après les attaques des autres États membres sur la présence russe dans l'Est de l'Ukraine. De leur côté, les ministres ukrainiens ont demandé à l'Europe d'envoyer un message clair à la Russie, une demande entendue par l'Union. Réunis ce matin, les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés pour tenter de trouver des solutions. Nous n'avons pas d'autre choix que de reprendre les pourparlers avec l'Ukraine et la Russie afin de contribuer à une désescalade de la situation dans son ensemble. C'est pourquoi de nouvelles sanctions contre la Russie ne vont pas être prises aujourd'hui. Nous allons d'abord aborder l'ensemble de la situation afin de sortir du cadre actuel. Et ce n'est pas tout, les ministres ont décidé d'élargir la liste des personnalités interdites d'entrer dans l'Union. Il s'agit de hauts représentants des séparatistes pro-russes, toujours très influents dans les bastions de Donetsk et Lugansk. Et puis voici également les premières images du crash de l'avion de la Malaysian Airlines en Ukraine. Cet avion avait été abattu par un missile, vous vous en souvenez, le 17 juillet dernier. 298 personnes se trouvaient à bord de ce Boeing 777. Et l'on voit donc pour la première fois à la fois les images de l'appareil qui vient de tomber au sol et puis surtout la stupeur des habitants qui se retrouvent donc face à ce drame. Aucun des deux belligérants n'a pour l'instant reconnu être à l'origine de ce tir. En Afrique, le Burkina Faso s'est doté d'un président par intérim après le coup d'État militaire et le désordre qui a suivi la chute de l'ancien président Compaoré. Le nouveau chef d'État s'appelle Michel Kafando, mais il faisait partie de l'ancienne équipe présidentielle. Laura Duhamel. Michel Kafando félicité par ceux qui l'ont désigné. Après plusieurs heures de délibération, c'est lui qui mènera le pays jusqu'aux prochaines élections prévues dans un an. Nous ne ménageons aucun effort pour relever le défi. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays qui, après ces journées terribles, a besoin de se redonner confiance en vue de mettre le cap sur l'avenir. Âgé de 72 ans, Michel Kafando est loin d'être un inconnu. Figure de la diplomatie burkinabé, cet ancien ambassadeur du Burkina Faso a également été ministre des Affaires étrangères entre 1982 et 1983. Si l'homme incarne l'espoir de tourner la page Compaoré, il s'était démarqué de la politique d'affranchissement de Thomas Sankara, père fondateur du Burkina Faso. Michel Kafando avait ainsi quitté le pays lors de la prise de pouvoir par Sankara en 1983. Il occupera par la suite le poste d'ambassadeur du Burkina Faso aux Nations Unies de 1998 à 2011. Son profil a donc toutes les chances de satisfaire la communauté internationale et augure une reprise normale des relations avec le Burkina Faso. Les sports, c'est tout de suite.
football et tennis ce soir avec Lise Barenbaum. Bonsoir Lise. Bonsoir. Alors on va commencer d'abord par voir ces scènes de joie. C'est le coup d'éclat, on va dire, de cette soirée d'éliminatoire comptant pour l'Euro 2016. C'était hier soir, donc Israël a battu la Bosnie, l'un des pays quand même qui compte dans le football européen. Vous voyez le Premier ministre Netanyahou là dans le vestiaire avec les joueurs israéliens. Victoire étonnante Lise. Oui, victoire 3-0, magnifique victoire des Bleus et Blancs. Et nos caméras étaient là pour constater l'enthousiasme des fans israéliens. On comprend leur enthousiasme puisqu'Israël est premier de son groupe grâce à cette victoire. Donc Israël a de vraies chances d'aller en France pour l'Euro 2016. Regardez les images. Soirée magistrale pour le football israélien. Un stade en ébullition, une ambiance extraordinaire. Le stade Sami Ofer a vécu une de ces nuits européennes dont tout Israël se souviendra. C'est ma première fois ici. On m'a dit que c'est extraordinaire. Avec plus de 30 000 passionnés présents pour supporter leurs équipes, l'ambiance était au rendez-vous. Les acclamations de joie allaient et venaient avec les hymnes nationaux et autres chants. Mais la voix des Israéliens est toujours la plus forte à la maison. Les supporters passionnés, accompagnés de grands tambours, ont fait grand bruit en dehors et à l'intérieur de l'enceinte. Nous sommes des supporters de la Belgique et d'Israël. Et nous sommes dans le même groupe. Nous sommes très heureux. On est venus spécialement pour voir le match ici. Et on n'a pas vu le match de Belgique cet après-midi. Alors on est très heureux d'être là. On supporte Israël, bien sûr. On est pour Israël. Beaucoup de couleurs aussi. Écharpes, drapeaux, tout était bon pour faire de ce moment une fête. En ligne de mire, bien évidemment, la première qualification d'Israël pour une Coupe d'Europe. Vous allez voir 100 000 Israéliens déferler en France en 2016. Alors que les éliminatoires 2016 de l'Euro sont toujours en cours, l'équipe israélienne et ses fans ont envoyé un message clair au reste du groupe et au monde. Ils ont une équipe et un pays à la recherche de la gloire. Voilà pour ce reportage de Michael Friedman et Samuel Calvo. Lise, on parle tennis là maintenant puisqu'il y a la finale de la Coupe Davis cette semaine et de grosses incertitudes pour l'équipe suisse. Oui, puisque Federer a été forfait lors de la finale du Master de Londres. Il a donc laissé Djokovic gagner. Donc la question se pose pour la finale de la Coupe Davis qui aura lieu ce week-end à Lille. Pas de chance, ça serait pas de chance pour le Suisse puisqu'il a tout gagné dans sa carrière sauf le saladier d'argent. Là, il souffre d'un spasme-dos et il l'a dit lui-même, à 33 ans, il n'est plus tout jeune donc ça peut arriver. L'autre star de l'équipe suisse, c'est Wawrinka qui est aussi apparu très fatigué à Londres. Et problème au sein de l'équipe helvète, eh bien, il y a eu un différend entre les deux joueurs puisque Wawrinka a perdu en demi-finale à Londres contre Federer. Et donc il y a eu une altercation entre les deux joueurs puisque Wawrinka reproche à la femme de Federer d'encourager trop bruyamment son mari, ce qu'elle aurait aussi fait à Wimbledon. Donc l'ambiance n'est pas au beau fixe au sein de l'équipe de Suisse. Voilà, France-Suisse, effectivement, ça promet, parce qu'elle sera là. Mirka, elle est toujours là. De toute façon, elle lâche jamais Roger Federer. Merci Lise Barenbaum. Donc match à suivre France-Suisse le week-end prochain, finale de la Coupe Davis chez les messieurs. Dans un instant, le débat du Grand Direct. On parlera des pays du Golfe et de la menace iranienne. A tout de suite.